Nous sommes dans les 100 derniers kilomètres de cette cinquième étape. Toujours ces 8 hommes en tête. On récapitule la composition de l'échappée du jour de cette cinquième étape du Tour de Pologne. Vous avez là l'arrière de ce groupe, Shane Archbold, le néo-zélandais qui travaille, en tout cas qui est là pour occuper le terrain pour son leader. Sergio Higuita, c'est le maillot jaune de ce Tour de Pologne. Il ne passe pas de relais depuis la constitution de cette échappée. Devant lui, il y a le maillot bleu. Ciel de cette équipe Astana, c'est Yevgeny Fedorov. Nous avons également 2 représentants pour la sélection polonaise. Il s'agit là de Mateusz Grabisz et d'un néo-échappé sur ce Tour de Pologne. Il s'agit de Jakub Murias. On a également un représentant de la Cara Rural. Il s'agit du Tchèque Michal Schlegel. Et enfin des équipes du World Tour également avec Boy Van Poppel pour l'équipe Intermarché ou Antigobert. Nous avons également Sean Quinn pour l'équipe IF Easy Post et un Danois qui était présent à l'avant hier, l'ancien champion national du Danemark. Il s'agit de Mats Wurtschmidt. L'écart qui est monté à plus de 4 minutes 40 désormais. Mais derrière, dans le peloton, on a remis un petit peu en route avec l'apparition de Salvatore Puccio pour l'équipe Ineos et de Cesare Benedetti pour la Bora-Hansgrohe. Eh oui, jusqu'à présent, la chasse était assurée par l'équipe Bahreïn, mais l'écart a continué de grandir. L'équipe Bahreïn a maintenu autour des 3 minutes, mais avec un soutien qui n'arrivait pas des autres équipes. L'équipe Bahreïn a décidé de lever le pied. L'écart est parti à la hausse, et finalement, ça a fait craquer l'équipe Ineos et l'équipe Bora, qui effectivement ont mis respectivement Puccio et Benedetti pour combler petit à petit l'écart, malgré la présence pour l'équipe Bora aux avant-postes du premier attaquant du jour, Archbold, qui ne roule plus, puisque devant on retrouve des coureurs dangereux, tels Sean Quinn à 29 secondes au général, ou encore Mats Wurtz, échappé hier, mais qui est toujours à 44 secondes au classement général. Donc voilà, cette équipe Bahreïn a décidé de jouer, et elle a eu raison, puisqu'elle attendait du soutien qu'elle a désormais. Toujours pas en tout cas d'équipe UAE en vue, équipe qui a triomphé hier avec Pascal Ackermann, mais qui n'a pas décidé de participer à cette chasse, à cette poursuite, ainsi que l'équipe Jumbo-Visma qui ne roule pas, elle qui a remporté la première étape de ce Tour de Pologne par l'intermédiaire d'Olaf Koy. On a beaucoup vu cette formation britannique Ineos aux avant-postes, notamment hier, pour des résultats somme toute assez maigres pour l'instant. Alors est-ce qu'on joue la carte Ethan Hayter de nouveau au cas d'emballage groupé, ou est-ce qu'on a bien des ambitions pour essayer d'aller un petit peu renverser Sergio Higuita dans les quelques reliefs que nous aurons dans quelques kilomètres? Oui, est-ce qu'on jouera Ethan Hayter pour tenter de chercher une bonification, ou est-ce qu'on tente de jouer la pointe de vitesse d'Elia Viviani? C'est une bonne question, ou tout simplement essayer d'attaquer et essayer un peu de bouger les cartes, remanier le classement général, mais j'en doute, d'autant plus que l'équipe Bora est venue prêter main forte aussi. Je pense qu'on essaye de maîtriser cette échappée. On va essayer du côté de l'équipe Ineos d'aller chercher une place, voire la victoire. Et du côté de l'équipe Bora, on a 2 cartes à jouer. Sam Bennett et Jordi Meus pour une arrivée massive. Allez, deuxième hier, le Belge derrière Pascal Ackermann. On rappelle, si vous n'étiez pas avec nous hier, que Sergio Higuita, le maillot jaune, est tombé dans les 3 derniers kilomètres du final. Et en conséquence, il a été évidemment recrédité du temps du vainqueur. Pas de perte donc numérique au classement général. Mais en revanche, quelques égratignures, notamment au genou et au coude. Ce ne serait pas la journée pour tester Sergio Higuita aujourd'hui, Jérémy? Oui, c'est vrai, une chute qui est arrivée dans le final hier, malgré l'arrivée, on va dire au sommet, parce que c'était une petite bosse de 500 mètres pour aller chercher la ligne d'arrivée. La règle des 3 derniers kilomètres s'appliquait, c'est-à-dire en cas d'incident mécanique ou en cas de chute, le temps de la victime de cet incident
été crédité du temps des 3 km, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de perte effectivement de secondes sur la ligne d'arrivée, alors que Sergio Higuita a franchi la ligne quelques minutes après le vainqueur, mais crédité du temps du groupe auquel il se situait aux 3 km, c'est-à-dire dans le peloton principal. Une chute tout seul, à la corde, sur un virage à droite. Ça nous a étonné, on a du mal à décrypter cette chute, on l'a d'hélicoptère, mais il part de la roue avant, tandis qu'il y avait une autre chute dans la même courbe, mais qui se situait côté opposé, sur l'extérieur du virage, un coureur de la Cofidis qui a viré un peu large. Alors le tester aujourd'hui, pourquoi pas? On sait qu'une chute, c'est jamais anodin. Ça laisse toujours des traces. Quand on chute, le corps se met en défaut, en protection, les muscles se contractent violemment. Et souvent, 2 jours plus tard, c'est vraiment de vives douleurs qui apparaissent avec un rendement un peu moins. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà avoir ces symptômes? Pourquoi pas? Et est-ce que l'impact au niveau du genou peut gêner Sergio Higuita à délivrer une performance optimale? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on va tester sur une montée? Est-ce que il nous reste encore 3-4 montées assez franches à faire d'ici l'arrivée, à franchir? Donc pourquoi pas du côté d'Ineos tenter une attaque, sachant qu'on a quand même Jonathan Narvaez qui a 24 secondes, Ben Tulette à 15 secondes, Richard Carapaz à 10 secondes. On peut garder Ethan Eter au chaud pour l'arrivée au sprint. Mais pourquoi pas essayer de tester la concurrence sur une bosse, même si ça reste des bosses assez loin de l'arrivée. Il va falloir partir entouré, s'isoler, ça va être compliqué pour maintenir l'effort jusqu'au bout, mais voilà, pourquoi pas tenter sur ce genre d'étape, tester la concurrence. Et à noter également que cette équipe Bora Hansgrohe, elle roule aussi en tête de peloton avec ici Cesare Benedetti dans une partie descendante, parce qu'également, il faut le noter, Jérémy, dans cette échappée, il y a 2 coureurs qui sont à moins d'1 minute au classement général. Il s'agit de Mats Wurtschmidt qui est 35e à 44 secondes et Sean Quinn, l'américain, 22e à moins de 30 secondes du Colombien. Oui, c'est ce qui explique aussi pourquoi Shane Archbold ne roule pas dans l'échappée, si c'est lui qui l'a provoqué. Les 2 coureurs, là c'est à moins d'1 minute, forcément, en mettant en danger le maillot jaune, et c'est facile pour Archbold de dire non, moi je ne roule pas avec vous. Vous êtes désormais leader virtuel de la course, je protège mon maillot jaune derrière. Et puis il faut aussi rouler dans le peloton, désormais avec un écart qui avoisine les 5 minutes. L'équipe du maillot jaune se doit aussi de défendre ce maillot, surtout qu'elle a 2 cartes à jouer aujourd'hui. Elle a la défense du maillot et elle a une arrivée au sprint qui peut très bien lui convenir, puisque dans cette équipe on retrouve Sam Bennett ou Jordi Meus qui accumulent les accessites, les podiums même sur ce Tour de Pologne. L'écart qui avoisine désormais les 5 minutes. Avec ses 8 hommes de tête, on rappelle la première attaque donc de Shane Archbold. Ensuite, Sean Quinn est ressorti en contre. Il a navigué pendant une dizaine de kilomètres à 10 secondes de ce groupe. Il est finalement rentré, tout comme le Tchèque Michal Schlagel, qui est lui parti un peu plus tard et qui a comblé quasiment 1 minute entre le peloton et le groupe de tête. Sans doute que cela pèsera également dans les jambes tout à l'heure lorsqu'il faudra peut-être réaccélérer dans le groupe de tête. Ouais, c'est vrai qu'on a assisté à des coureurs qui sont regroupés un par un devant, formant un groupe de 6, et puis les 2 autres coureurs sont partis plus à contre-temps, les obligeant à faire plus d'efforts pour revenir sur cette échappée, alors qu'on voit plein cadre le solide rouleur Mats Wurtz, déjà échappé hier, qui a donné du fil à retordre dans le final au peloton, et qui a réussi à relancer l'échappée accompagné de 2 autres coureurs, et à se maintenir jusqu'à environ 3 km de l'arrivée, avant qu'on ne voit un autre final un peu plus débridé, avec une belle attaque de Senek Chibar, qui pendant un temps on aurait cru
pourrait maintenir son avantage, lui qui avait environ 7-8 secondes d'avance à la Flamme Rouge. Malheureusement, il a buté dans les 200 derniers mètres sur le petit mur, un petit passage à 8%. Sur un final qu'on a vu assez technique d'ailleurs. C'était assez particulier cette arrivée. On savait, d'après le roadbook, qu'il y avait un virage à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Et finalement, il y en avait un autre par la suite. Et c'était un petit peu dommage, parce qu'on a vu que Milan s'est fait un peu surprendre dans les virages. Les coureurs n'ont pas pu se livrer vraiment à 100% sur les 200 derniers mètres, enchaînant virage sur virage, avec un dernier virage tout simplement à 40 mètres de la ligne. Donc c'est très étonnant, c'est quand même une épreuve World Tour. On est arrivé. Parlons-en justement, Jérémy, pardon de vous couper, cette arrivée, elle a fait un petit peu jaser sur les réseaux sociaux et même à l'intérieur des équipes. C'est pas la première fois malheureusement qu'il y a ce genre de choses qui arrivent sur le Tour de Pologne. On se rappelle malheureusement de la chute incroyablement douloureuse il y avait eu entre Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen. Là, c'était plutôt un agrégat de circonstances, puisqu'il y avait également le comportement de Dylan Groenewegen qui avait été pointé du doigt ce jour-là, mais l'arrivée également était dangereuse, puisqu'en faux plat descendant, avec des barrières et des rétrécissements justement, qui auraient pu être fatales aux sprinteurs néerlandais. Hier, on avait un virage également, vous l'avez dit, à un peu moins de 50 mètres de la ligne, qui n'était pas forcément prévu dans le roadbook, les coureurs qui n'étaient pas forcément au courant si on n'avait pas regardé avec les outils que l'on a aujourd'hui via GPS et autres standards numériques. Est-ce que c'est vraiment digne d'une course World Tour, ce genre de finale? On avait déjà eu quelques rétrécissements de chaussée assez dangereux en début de Tour de Pologne. Non, c'est pas digne d'une course World Tour et d'une course en règle générale. On va pas jouer avec la sécurité des coureurs, soit au World Tour ou une catégorie inférieure. Le cyclisme sur route, c'est assez dangereux comme ça. Les dangers sont multipliés selon les pays, selon les villes, avec tous les aménagements urbains. On l'a vu sur la première étape, sur la Flamme Rouge, l'organisation a mis en place un système de barriérage au dernier moment, provoquant un rétrécissement brut de la chaussée qui a provoqué une chute presque massive par rapport à la chute qui a eu lieu il y a 2 ans avec Jakobsen et Groenewegen. C'était en ligne droite, il y a eu d'autres circonstances, mais c'est vrai que c'était plus les à côté et le barriérage le pied des barrières qui était un peu mis en cause. Et pour en revenir à hier, oui, non, c'est pas normal de retrouver cet enchaînement de virages. Alors oui, l'arrivée était quelque peu difficile, le peloton a su être étiré. Mais malgré tout, sur une arrivée qui a eu lieu au sprint, ce n'est pas normal d'avoir ce genre d'arrivée. Et je ne comprends pas comment, de nos jours, c'est encore validé d'un point de vue réglementaire. On sait que l'UCI a essayé de mettre des choses en place pour valider des parcours en amont, et des fois les organisateurs ne délivrent pas les infos suffisamment tôt. C'est trop tard pour pouvoir changer le parcours, changer l'arrivée. Et puis souvent aussi, l'arrivée est soumise à la pression de la ville haute. Les organisateurs essayent de trouver des villes pour accueillir les départs, les arrivées. Il y a un enjeu financier et la ville souhaite des fois que la course arrive à un certain endroit, mais il y a toutes les infrastructures logistiques à mettre en place. Et là, en l'occurrence, c'est pas normal d'avoir un enchaînement, un virage à 100 mètres et à 50 mètres de ligne d'arrivée. Sur la première étape, il faut se souvenir aussi que le dernier virage était prévu à 400 mètres, je crois, de l'arrivée. Et finalement, il a eu lieu très très tard, à moins de 200 mètres, où on a vu le coureur de la Jumbo-Visma, Olaf Koy, emmené par Mike Tennyson, seulement faire un sprint de 100 mètres. Donc il y a encore du travail à faire auprès des organisateurs pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a un virage dans les 200 derniers mètres, 300 derniers mètres, et encore moins dans les 100 derniers mètres, ce n'est pas possible. Alors qu'il y ait des virages avant, ça peut se comprendre, on va pas non plus faire une course sur autoroute. Et les virages avant des courbes, ça permet aussi d'étirer le peloton, ce qui peut limiter le danger sur un peloton étiré par rapport à une boule qui va venir frotter. Chaque coureur va venir frotter avec son train.
Et là, dans les 200 derniers mètres, ce n'est pas normal. Et justement, Jérémy, vous en parliez que l'UCI avait tenté, après ce fameux épisode Jacobsen-Groenewegen, d'être un peu plus interventionniste sur les parcours des étapes, en tout cas des grandes courses. Comment justement ce travail est fait? Alors, il y a une communication entre les organisateurs et l'UCI, mais ensuite, quel est le travail justement de la Fédération internationale pour valider ou en tout cas vérifier que ça rentre dans des standards en tout cas habituel et sécuritaire surtout. À une époque, il y avait des délégués techniques UCI qui étaient mis en place. J'ai moi-même pu y contribuer sur une courte période, mais voilà, comme je le disais, les infos elles étaient reçues beaucoup trop tard de la part des organisateurs, malgré de nombreuses relances. Alors justement, je vous coupe, pardon Jérémy, vous disiez avoir expérimenté ça. Racontez-nous un peu l'envers un peu de ce décor, si vous le pouvez, évidemment. En quoi consistait votre travail? Est-ce que vous vous déplaciez sur les courses également? Quels étaient un peu les délais, par exemple, si on parle d'une course qui se déroule en août, comment les échanges fonctionnent avant justement que les coureurs ne débarquent sur la course? Alors, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi j'essayais d'avoir les informations quand même plus de 2 mois avant pour pouvoir conseiller l'organisateur sur un éventuel souci que j'aurais pu détecter ou une amélioration en tout cas du parcours ou un point que je trouvais délicat et qui était possible, susceptible d'optimiser. Donc ça m'est arrivé de me déplacer sur des événements. Il y a quelques courses aussi qui directement viennent consulter l'UCI pour dépêcher un délégué technique sur place pour confirmer que le parcours est conforme aux règles de sécurité. Donc ça, c'est la meilleure démarche à avoir pour ces organisateurs. Anticiper en amont pour faire valider un parcours et ne pas le subir et que ce soit trop tard pour modifier des choses. Après, on va tomber sur des organisateurs qui sont un peu bornés sur leur course, ne veulent plus rien modifier. Sachant que le rôle du délégué technique, c'était surtout un rôle de conseil et le rôle de sanction, il fallait que ça évolue et que ça remonte au sein de l'UCI. Et des fois, ça mettait un petit peu de temps. Ça veut dire que ce n'est pas forcément coercitif. Vous étiez davantage dans une démarche de dialogue et d'amélioration, mais pas forcément de, entre guillemets, je caricature un peu, mais de punition. Non, bien sûr, le but, c'est pas de punir à tout va. Hein. C'est d'accompagner, sensibiliser, conseiller l'organisateur. Mais des fois, quand l'organisateur ne veut pas l'entendre ou accepter une modification, c'est le rôle du délégué technique s'arrête là. Et c'était à l'UCI de prendre les choses en main. Chose qu'avec toutes les tâches qu'elle a à faire, l'UCI, des fois, il y avait une certaine latence. Ouais, ça passait un petit peu à la trappe. Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs on va pas citer de nom ni de course, mais d'être aux prises entre guillemets avec justement, vous le disiez, une absence de dialogue ou disons une. Oui. Oui. En tout cas, quand on vous accueille de manière un peu fraîche, quoi. Voilà, tout à fait. Ça fait un peu contrôleur, pas des travaux finis, mais presque. Et puis voilà, un petit rapport sur l'épreuve. Alors, le but, c'était encore une fois d'améliorer les choses pour les prochaines échéances. Mais oui, ça m'est arrivé quand même par contre de devoir batailler pour qu'il y ait une optimisation de la sécurité sur des endroits que j'estimais vraiment dangereux, protéger certains ponts par exemple, ou refaire la chaussée à un endroit au moins déclaré et alerter en course qu'il y avait un problème ou un danger. Ça m'est arrivé de le faire jusqu'au dernier moment. Et heureusement, j'ai vu gain de cause, mais voilà, c'était pas sans mal. Hein. Est-ce que vous comptiez également, pardon, parce que c'est plus vraiment votre rôle désormais, mais est-ce que vous comptiez aussi sur les retours des coureurs ou des directeurs sportifs qui peut-être vous alertaient soit des années précédentes ou soit de ce qu'ils avaient pu voir sur place? Ouais, c'est rare d'avoir les infos en amont, quoi. Souvent, on les a malheureusement trop tard ou après l'épreuve. Sur les précédentes éditions, je pouvais essayer de me renseigner, oui, sur les problèmes qu'il y avait eu, mais
principe, l'UCI fait un rapport aussi sur chaque épreuve. Les commissaires font un rapport sur chaque épreuve, sur les problématiques rencontrées et sur les choses qui ont pu bien se dérouler. Donc là-dessus, il y a quand même un historique. Très intéressant en tout cas cet envers de décor, et j'espère qu'on vous a donné quelques petites clés justement pour comprendre comment en tout cas un final d'étape comme celui d'hier a pu être mis en place, visiblement validé malheureusement par l'organisateur, et aussi a fortiori par peut-être manque de temps par également la fédération internationale. Heureusement, on n'a pas eu de problème dans cette fin d'étape. Il aurait pu y en avoir. Malheureusement, il y a eu tout de même une chute sur une courbe. Mais on rappelle que ce virage n'était pas forcément foncièrement plus dangereux que les autres. En revanche, si vous vous souvenez, peut-être, Jérémy, dans le dernier kilomètre, on a une courbe où la Groupama FDJ se met en tête de peloton, et à la fin de cette courbe à droite, il y a un rétrécissement, enfin un îlot central. Et il me semble que c'est Miles Scotson qui est tout près de le frôler. Et on était en sortie de virage, ça allait à plus de 55 km/h déjà. Et là aussi, on a frôlé un beau carambolage. Oui, on a frôlé un beau carambolage, effectivement. Presque la chute qui a eu lieu avant avec Higuita et le Cofidis, ça a presque évité cette chute à cet endroit-là de la course, puisque le peloton s'est retrouvé étiré, amoindri. Et, si jamais on avait eu vraiment tous les trains de sprinters à vouloir batailler pour se positionner aux avant-postes à cet endroit-là, peut-être qu'il y aurait eu impact sur le terre-plein. Un peu plus de 80 km désormais de l'arrivée. On va se diriger vers le premier sprint et seul sprint intermédiaire de la journée. Il sera disputé à Dinov. Et juste derrière, il y aura la première ascension répertoriée en troisième catégorie. Pardon, un peu moins d'1 kilomètre, cette montée de Dinov à 7%. Des points qui devront sans doute se jouer devant. Est-ce qu'il y aura des coureurs intéressés à faire une petite bagarre au sommet? On verra. On rappelle que ce maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules désormais de Kamil Maleki, le Polonais de cette équipe qu'il a pris hier à Lesman. Ces deux hommes ne sont pas dans ce groupe de tête, on le rappelle. Donc, Diego Camargo là, est en queue de peloton et vient de larguer sa musette après ce passage au ravitaillement. On va entrer dans 80 derniers kilomètres assez vallonné, avec fait de montées et de quelques descentes. Il faudra être vigilant en tête de peloton. On passera sur la ligne d'arrivée à 20 km de la fin de cette étape. Arcercho. Auparavant, il y aura cette montée d'Arcercho, 2,2 km à 5,7%, classé en troisième catégorie. Et enfin, il y aura une ultime difficulté placée, dont le sommet est placé à 10 km de la ligne. Non répertorié, 2,2 km à 4,2%. L'enjeu pour tous les sprinteurs sera évidemment de la passer, en tout cas non pas forcément bien placé dans le peloton, mais en tout cas avec les meilleurs pour eh bien, soit un sprint en petit comité à Arcercho ou un sprint massif comme nous avons eu hier.
Sean Quinn en tête de cette échappée. Juste derrière, vous avez Boy Van Poppel, dont le dernier succès remonte à près de 12 ans maintenant. Il avait remporté la 4e étape du Cray Braze Elite, cette course espoir réputée chez les jeunes. Il a ensuite pris 4e place sur ce même Tour de Pologne, mais il n'a plus levé les bras donc depuis un sacré moment. Et puis ensuite viennent Yevgeny Fedorov, Shane Archbold toujours en dernière position. On a également Mats Schmidt, l'ancien champion du Danemark, et 2 pensionnaires de la sélection polonaise, Mateusz Grabis et Jakub Bourias. Intermarché ou Anti-Gobert que vous apercevez là, le maillot de Boy Van Poppel. Il y a un homme extrêmement bien placé au classement général, c'est Quinten Hermans, Jérémy, qui reprend la compétition sur ce Tour de Pologne et qui a montré de belles choses, notamment dans le mur de chez Michel et dans les arrivées sinueuses. Ah ouais, il a montré pour son retour à la compétition effectivement qu'il était déjà très compétitif. On aurait pu se poser la question de savoir s'il était dans un état de forme avancé, compte tenu de sa double carrière de cyclocrossman et de routier, lui qui explose désormais sur route, le 2e de Liège-Bastogne-Liège, rappelons-le. Et finalement, Quinten Hermans est là, compétitif. Voilà, positionné 3e au classement général à 6 secondes. Il restera le contre-la-montre, une incertitude un petit peu autour de lui, mais bon, il s'en sort au niveau du cyclocross. Il devrait avoir pas trop de mal à gérer son effort en contre-la-montre tout en faux plat montant. Et Quinten Hermans qui par la suite enchaînera toutes les courses d'un jour en Italie. Donc un beau programme à son actif. Et pour être tout à fait complet sur Quinten Hermans, on précisera également qu'il s'est engagé avec une autre équipe. La saison prochaine, il était en fin de contrat avec l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert. Et c'est une équipe qui a disparu malheureusement de ce Tour de Pologne pour des cas positifs à la Covid-19 dans le staff. Il s'agit de l'équipe Alpecin de Koenig qui a officialisé les arrivées et un joli recrutement en complément de Quinten Hermans. On citera également Søren Kragh Andersen qui va arriver en provenance de l'équipe DSM et surtout de Caden Groves également, que vous avez pu voir sur ce Tour de Pologne, que vous pourrez voir encore cette fin de semaine, le sprinter australien. Oui, sacré recrutement pour cette équipe Alpecin. Coureur quand même de premier plan qui se renforce encore. L'évolution de cette équipe sur les dernières années. Oui, son développement avait été évidemment marqué et un peu phagocyté par l'émergence de Mathieu Van Der Poel au plus haut niveau, que ce soit en VTT, en cyclocross et sur la route. Et cette équipe, elle a grandi aussi avec les ambitions du Néerlandais. Oui, c'est ça. L'équipe a grandi et s'est formée autour de Mathieu Van Der Poel. Il n'a pas signé un long contrat chez eux par hasard. Il avait la liberté de son programme. Liberté aussi pour le cyclocross, pour le VTT, donc c'était important à ses yeux, mais cette équipe a réussi à se structurer en parallèle de ça, accueillir des très bons coureurs et à briguer désormais une licence World Tour, puisqu'elle se situe dans les meilleures équipes mondiales, et puis cette spirale positive attire désormais d'autres coureurs, de très bons coureurs d'autres équipes, comme un Groves qui n'hésite pas à changer d'équipe pour partir de Bike Exchange pour aller chez Alpecin. Cette équipe Alpecin qui perdra également, hein. C'est un secret de Polichinelle, Tim Merlier la saison prochaine, et donc qui retrouve un deuxième sprinter en principe, en effet.
On retrouve donc un deuxième sprinter pour épauler Jasper Philipsen, vainqueur d'étape, double vainqueur d'étape sur le Tour de France cette saison, avec notamment un triomphe sur les Champs-Élysées. Sergio Higuita dans la roue de ses équipiers. Pas de pansement de ce côté, hein. Il est tombé du côté droit. On l'avait vu au départ tout à l'heure avec un genou et un coude un petit peu amoché. En tout cas, il y avait des pansements. J'ai l'impression qu'on a enlevé le pansement, non, Jérémy, sur justement, le côté droit, le genou droit, j'ai plus l'impression qu'il soit peut-être qu'il l'a enlevé. bandé. Que c'est peut-être pas si grave que cela. Je ne suis pas 100% affirmatif sur ce plan d'hélicoptère, mais c'est vrai que visuellement, il semblait ne plus avoir trop de pansements. Et un écart qui font 3 minutes 20. Et l'accélération du peloton. Il faut se méfier, hein, devant, on l'a vu hier avec Mats Wurz. Quand il a décidé de mettre en route, il est dur à rattraper. Et là, il est épaulé avec d'autres coureurs. Ils sont 8 devant. Alors, bien sûr, on va pas compter Archbold, hein, qui ne passera pas. Ils sont 7,5. Hein. Ils sont 7,5, c'est ça. On arrive au sprint intermédiaire de Ginhoff. Sean Archbold qui en profite pour remonter à présent. Regardez, c'est même lui qui va sans doute faire le sprint après ce virage serré à droite. Il va se replacer oh bah non, dans les troisièmes positions. Finalement, on est en train de sortir là avec Sean Quinn et peut-être Grabis. Non, ce n'est pas Grabis, c'est l'autre. C'est Jakub Morias qui vient prendre la deuxième place. 3 secondes. Désormais à 26 secondes au classement général. Il n'y a pas de petit profit, hein, Jérémy. Eh non, il a raison. Autant profiter de cette échappée. Pour aller glaner ces 3 secondes. Archbold qui avait essayé de contrecarrer ses plans, mais avec le virage un peu technique avant. Il n'a pas insisté, il a pris 10 mètres de retard à la sortie du virage. On va directement aborder derrière cette montée de Ginhoff avec ses pourcentages. C'est important, même si c'est court, hein. Pas plus de 800 mètres. On aura des passages à 11% dans cette rampe. Classé en 3e catégorie. Les 100 derniers mètres se feront à 10%.
Peloton qui va passer à son tour sur ce sprint intermédiaire avec un écart qui est descendu désormais à 2 minutes 50. Toujours Cesare Benedetti, Philippe Masseyuk et Salvatore Puccio qui se relaient dans ce peloton. Dernière étape avant le chrono et l'arrivée à Cracovie, où l'année dernière, eh bien, une échappée avait réussi à résister au retour du peloton. On avait un peu trop joué. Et Julius Vandenberg s'était imposé le coureur de la formation IF devant Alexis Renard, alors pensionnaire de l'équipe Israël Startup Nation. Alexis qui malheureusement est au repos forcé dans cette fin de saison pour soigner un petit problème. On espère le revoir très vite sur les routes dès la saison prochaine. Pour être tout à fait complet avec l'édition 2021, on notera et on répétera l'absence de Joao Almeida pour la conservation de sa couronne. Allez, ce grimpeur cette fois, Morias va passer au sommet. En tête, le Polonais. Qui va donc glaner 3 points au classement de la montagne et surtout peut-être la prime qui va avec. Jérémy, c'est important aussi pour ces coureurs. Ouais, bien sûr pour les coureurs en général, mais après la prime là, est très, très faible sur cette montée. Je crois même pas qu'il y ait des primes à chaque passage. C'est le classement général sur ce Tour de Pologne qui ramène une petite dotation. Au contraire des sprints où il y a chaque sprint un petit pécule à aller chercher. Généralement, c'est mis en pot commun et repartagé avec le staff et les coureurs. Et derrière cette montée de Dinov, eh bien on va être plutôt sur un plateau, hein, même si là la route redescendait un petit peu pour les échapper. On va encore être en prise et puis on va aller rapidement bien se projeter dans une vingtaine de kilomètres sur une nouvelle montée, mais en revanche non répertoriée cette fois-ci, 1,2 km à près de 7%. La montée de Rechercho ensuite. Quelques kilomètres plus loin, 2,2 km à 5,7%. On passera pour la première fois sur la ligne d'arrivée pour aller chercher la dernière bosse de ce parcours, 2,2 km à 4,2% pour une arrivée à Rechercho. On se servira évidemment de ce premier passage sur la ligne pour décortiquer les aspects les plus techniques. Et surtout voir ce qui va précéder ce sprint. Est-ce qu'on aura une petite bosse comme hier? On vous garde le suspense pour tout à l'heure. Il y a 60 bornes. Pour l'instant, Bruno Armirail, Jérémy, vous en parliez tout à l'heure, est plutôt au fond de la classe pour l'instant. Ouais, il reste à l'arrière de ce peloton pour l'instant. Il n'a pas été appelé à la barre pour limiter l'écart, pour revenir sur l'échappée. Pour l'instant, c'est maîtrisé par l'équipe Bahreïn, l'équipe Ineos et l'équipe Bora.
Vos questions, vos remarques, évidemment, on les prend hein, avec plaisir sur le hashtag l'équipe vélo. N'hésitez pas à poser vos questions à Jérémy Roy si vous nous rejoignez sur cette 5e étape, toujours 8 hommes en tête. Et l'équipe Ineos, l'équipe Bahreïn et l'équipe Bora qui se relaient en tête de peloton pour réguler cet écart qui est monté tout à l'heure à plus de 4 minutes 30. C'est l'échappée la plus fournie de ce Tour de Pologne aujourd'hui. Avec des représentants hein, des équipes World Tour, Boy van Poppel, Mats Schmidt, Shot Queen, pour ne citer que. À l'arrêt là. Ah bah alors là, en arrière, bah, de toute façon, on est revenu sur des routes bien plus étroites là. Je vous l'avais dit que l'on ne descendrait pas tout de suite. On est sur un petit morito là, même si on est en Pologne. Comment on appelle ça en Pologne, ouais. Petit répéticho. Oh, voilà, je vous laisse responsable de votre recherche et de votre Il y a un nom prononciation. particulier. Petit pétard. Mais n'empêche que vous mettriez ça, Jérémy, dans un final à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, ça pourrait peser. Hein. Ouais, ce genre de petite sûr. montée. On avait l'habitude d'avoir ça hein, dans les éditions précédentes des Tours de Pologne qui sont, disons-le, peut-être bien plus ouvertes que cette édition ne l'a été encore. L'impression que toutes les équipes attendent le grand rendez-vous de demain hein, contre la montre. D'ailleurs, justement, attardons-nous peut-être, Jérémy, sur les hommes que vous voyez limiter la casse aujourd'hui et qui sont de solides rouleaux pour demain. Tenter de faire un bon à l'issue de ce contre-la-montre qui, on le répète, ne fait que 12 km tout de même. Oui, les coureurs les mieux placés au classement général qui peuvent aller vite au chrono, enfin en tout cas des références. On retrouve avant tout Ethan Hayter, le coureur d'Ineos qui a seulement 10 secondes au classement général. Matteo Sobrero, coureur italien de la team Bike Exchange,
ancien champion d'Italie contre la montre, qui est 5e, lui aussi à 10 secondes au classement général. Donc ça va être les deux principaux favoris. Parce qu'après on retrouve un Thymen Arensman qui est capable aussi d'aller très très bien en contre-la-montre, mais qui s'est un peu raté sur l'arrivée au sommet. On a vu son équipe travailler, tout mettre en œuvre pour son leader, mais il a buté. Il se retrouve désormais à 29 secondes déjà au classement général. Un Bentolet sur des chronos vallonnés, ça peut être aussi pas mal. Hein, le Britannique de la formation Ineos qui est lui à 15 secondes au général. Ouais, tout à fait. Il était aussi dans ma liste à venir. Donc on a Bentolet qui a aussi de bonnes références en termes de course contre la montre. Rémi Cavagna, bien entendu, ancien champion de France de la spécialité, mais qui est déjà un peu plus loin au général, à 29 secondes. Et en tant que spécialiste, voilà, qui peut aussi se positionner aux avant-postes. On avait Mauro Schmidt, mais malheureusement, pour l'équipe Quick-Step, non partant ce matin. Voilà pour les principaux coureurs. Hein. Richard Carapaz a aussi eu de bonnes références sur certains contre-la-montre. Ça, c'est pour les meilleurs coureurs. Après, on suivra avec attention Sergio Higuita. Hein. Comment va-t-il défendre son maillot? Peyo Bilbao aussi. C'est pas le pur spécialiste du contre-la-montre, mais voilà, il devra tout faire pour défendre son podium. Est-ce qu'on peut pousser jusqu'à Bruno Armirail, Jérémy, ou est-ce que c'est d'ores et déjà trop loin? Bruno Armirail, 32 secondes. Alors, oui, il faut compter sur lui pour se repositionner, pour aller chercher un classement général, mais ça va être dur, je pense, d'aller chercher un podium. Il est pointé à 32 secondes. Insurmontable, hein. Quand on voit les autres spécialistes qui sont plus proches que lui au classement général, ça peut être compliqué, mais il peut avoir l'objectif d'aller chercher le top 10 du classement général, voire aller taquiner le top 5, je pense. Ouais, champion de France de la spécialité, on le rappelle, à Cholet. C'était à la fin juin, alors qu'on a aperçu dans les dernières positions du peloton Ethan Hayter. Un autre tricolore peut-être, Jérémy, que l'on n'a pas cité, mais je vous pose peut-être la question directement. Un Dorian Godon sur ce genre de profil de contre-la-montre qui, on le rappelle, est en faux plat montant ou en chrono en côte. Bon, on est plutôt entre les deux au vu des pourcentages. Est-ce que ça peut être un élément à citer pour un potentiel top 15? Je dis bien de l'étape, évidemment. Top 15 de l'étape contre la montre pour Dorian Godon, je ne pense pas, parce que c'est pas un coureur qui s'aligne au championnat de France de la discipline, donc je pense pas qu'il ait beaucoup de velléité à aller chercher. Ah, vous ne pensez pas qu'avec sa position au général pour l'instant, on ne lui dise pas potentiellement de le faire à fond du côté de l'équipe AG2R Citroën? Si, il va le faire à fond, bien sûr, il est qu'à 24 secondes. Mais sur son palmarès, sur ses performances, il est loin d'être ridicule, hein, bien sûr. Mais c'est top 15, ça me paraît peut-être en... remarque, c'est par rapport à la concurrence, peut-être qu'il peut aller le chercher. Ce top 15 au chrono. Mais je vois mal Dorian Godon faire mieux sur cette spécialité de chronométré. Allez, les 8 hommes de tête en prise, toujours avec ces reliefs un petit peu escarpés dans cette deuxième partie de cette 5e étape. On va ensuite replonger pour une descente un peu plus intéressante, un peu plus longue pour ces coureurs. Pardon, Jérémy, vous disiez. Oui, non. Côté français, faut quand même qu'on cite notre coureur le mieux placé au classement général, Quentin Paché, qui est 9e à 10 secondes, qui lui aussi n'est pas spécialiste du contre-la-montre, souvent placé aux alentours de la 50e, 60e position lors de ses épreuves, ce qui reste assez correct. Hein.
Ça rentre un petit peu comme Dorian Godon, milieu de tableau en règle générale. Donc, demain, ils peuvent peut-être chercher une super performance quoi, pour eux. Essayer de défendre mieux leur place au classement général. Vous avez entendu tous ces changements de braquet là après cette descente. On trouve souvent ces ruptures hein, sur ces routes polonaises durant toute cette semaine. Pour l'instant, tout le monde passe son relais, même si évidemment Shane Archbold reste en queue de groupe hein, depuis qu'il est membre de cette échappée. D'ailleurs, c'est un petit peu cocasse, puisque c'est lui hein, qui est à l'origine de cette échappée. Et c'est lui sans doute qui a le moins travaillé ou qui travaille le moins dans ce groupe. Sergio Higuita remonte dans la roue de Juan Sebastián Molano, son compatriote. On va commencer tout doucement à remonter hein, pour ces équipes de leaders et de sprinters. Jérémy, on sent que, en tout cas dans ce milieu de peloton, la situation commence à se réveiller, disons, après 3 bonnes heures de quasi-somnolence. Ouais, c'est ça, on arrive bientôt dans la dernière heure de course, hein, dans les 50 derniers kilomètres. Et puis le passage des dernières difficultés qui peuvent poser souci pour les sprinters. La prochaine, le sommet sera situé à 40 km de l'arrivée. Une bosse courte, hein, à 1 km 200, mais à près de 7% de moyenne. Donc l'idée, bien sûr, c'est que les équipes commencent à se réorganiser, à se rapprocher de la tête
pour les sprinteurs éventuellement de se laisser couler dans ces montées difficiles, c'est-à-dire qu'ils partent de la tête du peloton et ils vont garder un rythme soutenu mais sans vouloir suivre à tout prix le rythme imposé en tête et se laisser glisser progressivement à la fin du peloton et après profiter de la descente pour tenter de remonter. Ça peut être une stratégie pour certains sprinteurs pour s'économiser et pour essayer dans la dernière difficulté, au contraire, de rester le plus devant possible pour éviter de se faire piéger. Car le sommet de la dernière difficulté, on le rappelle, ce sera à 10 km de l'arrivée. Mateusz Grabis, Jakub Morias, Yevgeny Fedorov là qui a passé son relais. Et là, vous allez découvrir à présent l'ancien champion du Danemark, Mats Wurtschmidt, qui était un des provocateurs hier du dernier barreau d'honneur de l'échappée matinale et qui a donné du fil à retordre au peloton hier, notamment dans la descente de la dernière difficulté. Alors que le peloton était revenu qu'à 6-7 secondes. Sa relance avait provoqué un petit peu l'affolement en tête de peloton. D'autant que Mike Tennyson et Rémi Cavagna avaient également tenté leur chance dans les derniers kilomètres. Et les hommes de tête qui vont arriver dans une nouvelle montée non répertoriée, un peu plus d'1 kilomètre à 7%. Ensuite, on aura une descente rapide, courte partie de transition de 3 ou 4 km avant d'aller chercher la montée de Sercho. Elle qui est répertoriée catégorisée en 3e catégorie, un peu plus de 2 km à 5,7% de moyenne. On y est au pied de cette bosse. Peloton qui se rapproche. 1 minute 20. Alors, est-ce qu'on va voir comme hier Thomas De Rent tenter de faire la jonction? Quand l'écart s'était approché, pas hier, il y a 2 jours, pardon. Quand l'écart s'était approché des 2 minutes, de la minute, on va y arriver. Ah, c'est une longue journée, Jérémy. On vous pardonne. Eh oui. Qui roule en tête, le mieux placé au classement général, qui a été grappillé les 3 secondes tout à l'heure. Maleki pour la Lotto Soudal, le porteur du maillot à pois qui s'est porté aux avant-postes pour aller chercher un bidon. On voit sa voiture sur la droite. Voilà. L'assistance était positionnée un petit peu plus haut. Lui, est-ce qu'il va vouloir attaquer d'ailleurs pour revenir sur l'échappée et marquer des points?
voir le prochain grappeur dans 10 km. Il va falloir qu'on se Ça n'a pas rapproche l'air. peut-être un peu plus près. Hein. Ça mettrait bien le bazar, je pense, si l'équipe Lotto roulait à fond pour revenir sur l'échappée dès maintenant. Cassure là, en queue de peloton, dans cette ascension non répertoriée, plus d'un kilomètre. Et devant, on se fait la malle avec Mats Wurtschmidt et Sean Quinn. Profiter de cette montée, peloton qui se rapprochait dangereusement. Et Mats Wurtschmidt qui relance à nouveau comme hier. Avec Sean Quinn, cette fois-ci. C'est les deux mieux placés au classement général. Et on a senti que l'écart commençait à devenir mince hein, pour ces deux hommes. Alors on tente un peu de repartir, de faire un nouveau chapitre, un reset de cette échappée. Avec donc Sean Quinn pour cette équipe IF Maillot Rose. Et Mats Wurtschmidt, l'ancien champion du Danemark. On n'a pas vu qui était à l'origine hein, vraiment de ce mouvement de course. Des hommes qui sont partis pour un peu moins de 40 km là en chrono à deux, en duathlon. Qui a remporté une étape de Tirreno la saison dernière. Des champions du monde. Espoir de chrono. Et Archibald, là en revanche, il travaille hein, pour revenir sur ces deux hommes. Après avoir passé un petit peu la journée à l'arrière de ce groupe, c'est lui qui fait la descente là à présent. Tenter de recoller, on annonce 15 secondes entre les deux groupes. Premier écart.
profite pour remonter. On reçoit Quinten Hermans pour Intermarché ou Antigobert. La DSM également qui se replace dans les premières positions pour Niklas Arndt et Timen Arensman. Passage sinueux là pour Wurtz et Sean Quinn, le groupe de poursuivants derrière qui est pas si loin que ça. S'il passe à présent dans cette mini chicane. L'écart GPS qui baisse un peu parce qu'il y avait visiblement moins de 15 secondes dans ce virage. Relais de Schlegel, à présent le tchèque de la Cara Rural. Il y a Evgeny Fedorov, Boy Van Poppel et les deux polonais, Grabis et Mourias. On va aller chercher la montée de Serchaud, 2,2 km à 5,7%. Pour cela aussi que ça frottait un petit peu dans le peloton. Jérémy, on voulait replacer les leaders dans cette à la montée. Et oui, avec cette route étroite, ce passage plus difficile, ce classement grimpeur qui peut être dangereux en vue d'éliminer des sprinteurs, ou peut être du moins une opportunité pour certaines équipes d'éliminer les principaux sprinteurs qui ont le plus de mal à franchir les bosses. Ça voudra dire aussi qu'il faudra assumer après. Assumer à 500 mètres à 10% dans cette ascension. On rappelle l'absence dans ce top 10 de Mauro Schmidt, le Suisse de la Quick-Step Alpha Vinyl qui était 7e ce matin et qui a abandonné non partant pour un mal de gorge, nous a expliqué son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. On risque de jouer donc soit la carte Maury Van Sevenant, soit la carte évidemment Mark Cavendish, avec peut-être de nouvelles opportunités pour Rémi Cavagna de partir d'un peu plus loin. C'est Max Stibar qui est venu se repositionner devant. On voit que cette bosse c'est quand même assez difficile. Vous voyez Bruno Armira, il traînait à l'arrière du peloton. J'espère qu'il n'y aura pas de cassure pour lui sur ce sommet. Et finalement, elle est un peu plus dure que sur le papier, cette montée. Avec toujours Mats Wurtz et Sean Quinn qui ouvrent la route. Ils sont une quinzaine de secondes d'avance sur leurs ex-compagnons d'échappée. Le peloton qui est un petit peu plus loin désormais. On était revenu à une 10. Désormais, on est à quasiment une 40 de la tête de course.
s'organisent, qui restent en groupé. Essayer de accélérer par la suite sur cette partie. Après, une fois qu'on aura basculé, une grande portion descendante avec une partie plate pour aller chercher la dernière difficulté. On passera sur la ligne avant, à 20 km de l'arrivée. Ouais, visiblement dans le peloton on n'a pas voulu en tout cas faire de grosses sélections, hein. Enfin en tout cas utiliser cette rampe pour tester Sergio Higuita. Ou éliminer Est-ce qu'on des n'est pas en train de... Ouais, est-ce qu'on n'est pas en train de tout miser finalement sur le chrono de demain? Ce duo arrive à creuser sur le groupe de contre. On va atteindre bientôt les 30 secondes. On s'était rapproché pas loin, hein, avant cette montée. Mais le travail de Sean Quinn et Mats Wurtschmidt dans cette ascension de Sergio a montré enfin que eh bien, c'était peut-être les deux coureurs supérieurs dans ce groupe de tête. Il reste 1 km avant d'arriver au sommet. Pas loin, mais il y a Victoria au milieu là, ça va se passer. On va arriver au gare. On va se rapprocher des 2 minutes, hein, d'avance. Attention pour ces deux hommes de tête. Évidemment, derrière, dans le peloton, on n'a pas voulu courir trop vite cette bosse pour ne pas mettre les sprinteurs dans le rouge. Sans doute qu'on va peut-être davantage appuyer en descente. Jérémy, pour tenter de reprendre du temps. Oui, pour le peloton, là, ils sont en mode gestion pour la montée et sur la bascule, sur le sommet, ils vont de nouveau refaire des relais appuyés pour ramener l'écart, réduire l'écart. Le but, c'est de conserver un maximum de coureurs à rouler en tête de peloton, donc c'est pour ça qu'on gère au mieux ces montées sans se mettre dans le rouge. C'est pour ça qu'une équipe qui aurait eu envie d'éliminer ou de tenter d'éliminer certains coureurs ou tester certains leaders aurait tout intérêt à attaquer pour que ceux qui roulaient actuellement déjà soient éliminés. Après toute la journée à rouler en tête, ils n'auraient pas pu assurer la continuité de la chasse. 3 points pour Mats Wurtschmidt en haut de ce 3e catégorie. 2 points pour Sean Quinn. Et le point restant sera sans doute pour Shane Archbold. Non, c'est pour Yevgeny Fedorov, pardon. Pas de la formation Astana. Je suis pas sûr qu'il y ait 30 secondes, hein, sur la ligne. Toujours Ricard Langen, Cesare Benedetti, Salvatore Puccio en tête de ce peloton. Équipe UAE qui travaille pour Pascal Ackermann et Juan Sebastian Molano. La Bora pour Sam Bennett et Jordi Meus, alors que l'équipe Ineos devrait être là et bien désormais pour Ethan Hayter.
Pas d'offensive de grande envergure de la part du collectif britannique dans cette ascension. On voit le passage de Mats Wurtschmidt donc en tête de ce sommet en troisième catégorie. 2 points pour Sean Quinn et 1 point pour Yevgeny Fedorov. L'équipe Astana qui a pris une belle 6e place hier avec l'Italien Christian Scaroni, transfuge de la Gazprom pour sa première course cette saison avec l'équipe Astana. Mise à jour du classement avec la 4e place pour Mats Wurtschmidt. Classement toujours évidemment dominé par Kamil Maleki. Grâce à sa belle échappée d'hier, il avait pris 15 points dans cette journée. Ce maillot qui se jouera lors de l'ultime étape vers Cracovie avec une montée en première catégorie où les points seront doublés. Ce sera en toute première partie d'étape. Et les deux hommes qui continuent de creuser sur le peloton hein. Maintenant, Jérémy, près de 2 minutes désormais d'avance, plus de 2 minutes même. Ouais, on a passé le cap des 2 minutes. Ce duo de tête par rapport au peloton. Le peloton qui devrait réagir hein, après cette bascule. Dans la descente hein, de cette montée de Resercho, on va se diriger vers la ligne d'arrivée tout simplement pour un premier passage qui est situé à 20 km du terme de cette étape. Et on y est donc dans un peu plus de 6 bornes. Le peloton qui sera avantagé hein, pour une chasse sur ces grandes portions linéaires. On sait comment ce peloton a galéré entre guillemets hier à venir à bout de cette échappée matinale. On se dit que ces 2 minutes d'avance pour Sean Quinn et Mats Wurtz, eh bien elles sont en tout cas importantes, voire même peut-être cruciales, parce qu'il ne reste plus que 25 km, même si vous l'avez dit Jérémy, le peloton sera avantagé par la topographie du final. Oui, le peloton sera avantagé par la topographie du final, des grandes routes. Il reste seulement une difficulté, qu'un peloton organisé pourra combler progressivement son écart. Mais on a vu hier hein, que Mats Wurtz c'est du solide devant quand il a décidé de mettre en route. Il ne se bouge pas tout de suite. Et puis là, il est accompagné de Sean Quinn qui a décidé de jouer le tout pour le tout. Hein. Il a déjà grappillé 3 secondes. Et voilà, pourquoi pas aller chercher aussi, tenter d'aller chercher une place sur cette étape. Voilà, la victoire, bien sûr, de toute façon, la place sera liée au succès de cette échappée. Hein, parce que s'ils se font rattraper, c'est sûr qu'on ne le reverra pas dans l'éventuel sprint. Et là, avec ses bonifications, Sean Quinn est désormais à 26 secondes de Sergio Higuita, le maillot jaune de ce Tour de Pologne. Il y en a 10 également à aller chercher à l'arrivée, mais pour cela évidemment il faut franchir la ligne d'arrivée en premier. Le temps qui a repris une quinzaine de secondes.
groupe de contre qui se maintient aux alentours d'une petite trentaine de secondes. On a l'effet du nombre, hein, à n'en pas douter. Ça y est, côté Groupama FDJ, on a décidé de mettre Bruno Armirail hein, pour accélérer. Et on sent que ça peut potentiellement être dangereux. Hein. On voit également les bike exchange mettre un homme dans ces coureurs qui se relaient à l'avant du peloton. On vient donner un peu d'aide là. Toutes les équipes viennent se replacer avant ce premier passage sur la ligne d'arrivée. Encore un peu plus de 2 km et demi avant d'y être sur cette ligne. Pour l'instant, des routes assez larges. Évidemment, on va repérer tout ça pour tout à l'heure. Les écarts qui font rapidement là désormais. C'est qu'à l'antenne, très bien. C'est de la back exchange, on a mis personne à rouler, hein, mais par contre l'équipe Jumbo Visma a mis un coureur. Alors il y a un bike exchange derrière les Bahreïn. Est-ce que ça va tourner? On va voir ça tout à l'heure. Peut-être Michel Hessmann, que l'on a vu rouler lors des 2 premières étapes pour Olaf Koy. Oui, ce serait logique que ce soit Michel Hessmann. Ces portions ne sont vraiment pas favorables du tout pour nos 2 coureurs échappés. Retomber aux alentours de la minute d'avance sur le peloton pour le duo de tête. Avec le groupe de contre. Ça s'entend bien encore, hein. Malgré tout. Fedorov, Convoy, Popel, Bourias. Malgré qu'Archbold soit là à ne pas passer de relais. Ça pourrait désorganiser le groupe, mais non. Ces coureurs insistent. Ah, c'est Hessmann, il me semble, pour la Jumbo Visma. Confirmation. Concentration de Mats Schmidt. Alors que les épaules, ça donne nier. Un petit peu pour Sean Quinn, ça bougeait un peu les épaules. L'Américain, jeune profil, hein, 22 ans. Allez, ce sera la flamme rouge au prochain tour. Avec cette première courbe à droite. Oh là, c'est assez serré. Ouais, assez serré. Hein. Première partie sinueuse, tout en courbe. Donc à 700 mètres de la ligne tracée à Arzercho ici. De Fernando Gaviria l'année passée. Est-ce qu'un autre Colombien de cette équipe UAE va lever les bras aujourd'hui? Mais avant cela, il faut revenir sur ce duo Sean Quinn, Mats Wurtsmith qui va passer
sur cette ligne en tête. Il reste 18 km pour ces deux hommes. Dernière courbe. Il y a encore un virage, hein. Il y a encore une courbe hein, à droite dans les 200 derniers mètres, Jérémy. On va pas appeler ça un virage, effectivement, c'est légère courbe sur la droite. Alors celui qui gagnera sera le plus à l'intérieur, j'imagine. Pas forcément, mais il y aura un avantage à rester du côté droit, c'est sûr. Et demi-tour, ces coureurs vont croiser leur ancien compagnon d'échappée. L'écart est de 25 secondes sur la ligne avec ce groupe des poursuivants. Le peloton à son tour, mené par Bruno Armirail, avec dans sa route Cesare Benedetti et Michel Esman. On va être aux alentours des 50 secondes de retard. Ouais, même un peu plus. 0,5. 50 secondes par rapport au deuxième groupe. Ah, je sais pas vous, Jérémy, mais c'est pas forcément gagné hein, pour ce peloton. Il va falloir vraiment se mettre à l'ouvrage hein, pour aller rechercher Queen et Mats Wurth qui ne sont pas des perdreaux de l'année. Oui, non, mais c'était cohérent avec l'affichage qu'on avait. Il y avait 25 secondes avec le groupe 1. On nous annonçait 50 secondes entre le 1 et le 2, mais finalement c'est 40. Hein. Et 40 plus 25, ça fait bien 1,05 au passage sur la ligne. 40 secondes plus 25 secondes. Mais oui, il va falloir s'employer pour aller les chercher. Et De Forov là qui a viré fort, a distancé un peu ses compagnons. Et surtout pour la Bora, on est un petit peu embêté hein, parce que Benedetti, ça fait longtemps qu'il roule. On rappelle que Meus et Bennett vont être protégés pour le sprint. Archbold est devant. Higuita a le maillot de leader. Il n'y a plus grand monde. Hein. Ça rentre assez vite. Hein. Il y a quand même Esman et Armirail, de coureurs frais. Ils ont repris encore une dizaine de secondes. Ah, Fedorov est parti. Hein. Vous aviez raison, Jérémy. Il est en train de fausser compagnie aux poursuivants derrière. Champion d'Asie du chrono cette saison. Belle attaque hein, de Fedorov. Ouais, il est en train de revenir hein, tout simplement sur Wurtschmidt et Sean Queen. Peut-être essayer de le faire avant la dernière ascension. Hein. Il va débuter dans 1 ou 2 kilomètres. Ascension non répertoriée mais avec quelques pourcentages, notamment au sommet. Des passages à 7%, 7-8% sur le haut de la bosse. Il y a Gerd Langen là qui se met à l'ouvrage pour revenir d'abord sur les poursuivants intercalés. Regardez Fedorov, cet écart d'hélicoptère avec les deux hommes de tête.
très costaud Fedorov hein, pour pouvoir ressortir et revenir en solitaire comme ça sur le duo. Alors il n'est pas encore revenu hein, bien sûr, mais c'est très bien rapproché. Il est revenu à une dizaine de secondes. Fedorov, hormis des courses sur le circuit asiatique, n'a pas remporté de vraies victoires significatives, si ce n'est bien un maillot de champion du Kazakhstan la saison passée, une étape sur le Tour du Rwanda également, c'était en 2020. Emmené par Mirail, 5 équipes qui se relaient en tête du peloton pour combler les dernières secondes sur cette échappée. Ce sera bientôt un trio. Ouais, Fedorov qui est revenu tout seul hein. Sur le duo, solide effort, gros effort avant la dernière ascension du jour, ce qui va avoir un petit peu le temps de récupérer dans les roues. On sera attentif également au tras de la Bahrain Victorious, hein, puisque entre Jonathan Milan et Phil Bauhaus, on voit la répartition des rôles. Jonathan Milan 3e hier, alors que Phil Bauhaus n'était plus dans le peloton. On devrait revenir à une situation un peu plus traditionnelle avec Milan en tant que poinçon pilote du sprinter allemand. Les poursuivants intercalés vont être repris là par l'avant-garde du peloton. C'est fini donc pour Archbold, Schlegel, pour Boy Van Poppel, pour Jakub Morias et Mateusz Grabis. Fin de l'aventure donc sur cette 5e étape, et plus que 3 hommes donc en tête, avec Yevgeny Fedorov, Mats Wurtschmidt et Sean Quinn, alors que Michael Hetzmann est sur un gros relais là pour la Jumbo Visma. Archbold qui a le temps de discuter avec Puccio. Archbold qui va se repositionner immédiatement dans les premières positions. Ouais, parce que Benedetti a disparu hein, il me semble, pour la Bora-Hansgrohe. Il fait un sacré boulot hein, Benedetti aujourd'hui. Le peloton qui est revenu à plus 18 secondes déjà. Ouais. On est revenu très fort depuis l'arrivée de Michael Hetzmann en tête de peloton. Fedorov qui a réussi à boucher 25 secondes en très peu de kilomètres. Hein. Rappelons-le, sur le passage de la ligne, le groupe de contre avait 25 secondes de retard sur le duo de tête. Boucher ça en solitaire, donc ça veut bien dire aussi que le peloton est capable de boucher cet écart très rapidement. Attention cette grosse courbe à gauche là. Il y a quelques écarts. Il est revenu. Ouais, on est monté sur le trottoir. Ouais, exactement. C'est un coureur de la DSM, il me semble. Les coureurs de tête qui sont au pied hein, de cette dernière bosse. Est-ce que tous les sprinteurs vont la passer dans ce peloton? On va être vigilant hein, s'il en manque à l'appel. En tout cas, on va tenter de voir ça de l'arrière. Hier, on n'a pas forcément eu les images hein, pour voir que Phil Bauhaus avait été distancé, tout comme Mark Cavendish également. Pas sûr qu'il passe non plus aujourd'hui hein, le sprinter britannique, Jérémy, s'il n'était pas aux avant-postes hier. Ça donne tout de même une légère indication, même si cette bosse-là est moins longue. C'est censé être moins difficile, hein, cette difficulté. On va surveiller Mark Cavendish. Est-ce qu'il est déjà positionné? Oui, on le voit en plein milieu là. Son maillot blanc
avec les bandes bleues et rouges de champion de Grande-Bretagne. On est dans cette difficulté, cette dernière difficulté. Qui aperçoit désormais le trio de tête. Fedorov qui en remet une petite couche là. Hein. En tête de course avec Sean Quinn dans sa roue, pardon, et Mats Wurtschmidt. Quand même encore un bel écart hein, entre les deux groupes. Qui lisse un peu son effort sur cette montée, contrairement au groupe de tête qui monte à bloc. On va éviter hein, surtout de rattraper l'échappée avant le sommet. On va éviter des attaques. Oh, attention aux travaux. Là, un peu trop à l'intérieur ouais, de ce virage. Ah, si on peut basculer hein, en haut de cette bosse avec toujours cette vingtaine de secondes d'avance pour ce trio, ça pourrait être intéressant ensuite. Avant-poste hein, pour l'équipe Ineos avec Richard Carapace. Ouais, on n'était pas au complet hein, du côté d'Ineos. Hein. Ouais, vous avez vu Ethan Hayter, vous? Bah non, comme souvent, il arrive au dernier moment. J'ai l'impression qu'il navigue un peu plus au milieu du peloton. Parce que je crois que c'est Magnus Sheffield hein, qui était dans la roue de Carapace. Oui, c'était Magnus Sheffield tout à fait dans la roue de Carapace. Ben Tulette comme les plans. Il y a Viviani, ils sont 287 en bas de l'écran, qui n'a pas dans la roue Ethan Hayter. Sur ce plan-là, on peut pas le voir. Archbold qui était aux côtés des Guitains. Back Exchange hein, qui vient se replacer, qui vient protéger Sobrero. Va essayer de positionner aussi Caden Groves par la suite. On sait que le placement n'est pas forcément le point très très fort de Caden Groves. Toujours besoin d'être un peu mieux emmené que les autres pour donner la pleine possession de ses moyens. Fedorov a complètement arrêté devant. Il s'est relevé. Fedorov et Mats Wurtschmidt et Sean Quinn qui poursuivent l'aventure devant avec toujours ce matelas de 20 secondes. On n'a rien repris hein, dans cette montée. Pas si facile que ça, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on tamponne un peu pour éviter de perdre les sprinteurs. Alors qu'on a j'allais dire une accélération du côté de la DSM. C'est plutôt la Bahreïn hein, qui accélère là pour se replacer dans cette descente. Ouais, ça joue des coudes hein, pour garder les places, les bonnes places devant. On a fait le sommet à fond. Les 100 derniers mètres du côté du peloton là pour aborder dans les premières positions cette descente. Ensuite, on ira rapidement dans les 5 derniers kilomètres.
Weiss vient se repositionner devant aussi. On ne reçoit pas de maillot de la Groupama FDJ hein, pour Arnaud Desmar pour l'instant. J'ai l'impression que les sprinters ne sont pas encore tout à fait positionnés. Ouais, Pascal Ackermann. On a vu hein, quand même, il y avait pas mal de grands boulevards avant la flamme rouge. Le risque d'être positionné trop tôt, c'est de se faire déborder. Il faut surtout pas se positionner trop tard aussi, hein, bien entendu. En tout cas, les IAE qui sont très très bien positionnés hein, autour de leur sprinter allemand. Ils étaient dans les 20 premières positions. Ça descend facilement avec l'aspiration évidemment dans le peloton. Position aérodynamique pour Vegard Langen. Non, c'est plus Vegard Langen hein, qui est en tête de ce peloton pour l'équipe UAE. Alors, je pense que c'est Rui Oliveira pour l'équipe UAE. Alors que les deux hommes de tête sont en ligne de mire désormais du peloton. Est-ce que Rémi Cavagna va nous retenter quelque chose dans ce final ou est-ce qu'il va se contenter d'amener le sprint pour Mark Cavendish? Se replace aussi du côté de l'équipe Intermarché, Wanty, avec Hugo Page qui se rapproche de Gerben Tichsen. Ouais, la Groupama FDJ également sur la droite de la route, la gauche de votre écran. Rémi Cavagna est bien là, hein, tout à gauche de l'écran. Solitaire, pas d'équipier dans la roue. Est-ce qu'il nous prépare quelque chose, l'ancien champion de France? Ça remonte pour la DSM à gauche. Remonter Olaf Koy, également le maillot blanc. Ça y est, qui pointe le bout de son nez en tête de peloton. G2R Citroën qui vient repositionner Dorian Godon. Dorian Godon qui n'a pas pu suivre son équipier. Ça frotte avec UAE. Scottson également bien placé. On démarre autour de Jacopo Guarnieri. Et ça va arriver vite. Hein. On est à moins de 5 km désormais du final de cette 5e étape. Toujours deux hommes à l'avant. Grande courbe à gauche là. Et moins de 10 secondes pour Mats Wurtschmidt et Sean Quinn. Les deux derniers animateurs de cette 5e étape. Ils sont partis dès le baisser du drapeau tout à l'heure, en début d'après-midi. Pour la deuxième journée consécutive, Mats Wurtz fait de la résistance. Ça va encore être juste, malheureusement pour lui. J'en ai bien peur. Très étiré avec cette relance. Et un final, on l'a vu hein, tout à l'heure, qui est également sinué. Hein. Attention, le classement sera encore primordial aujourd'hui, comme dans tous les sprints de ce Tour de Pologne. La Porsche sera extrêmement rapide sur des 4 voies. Attention, on n'est plus organisé en mode poursuite collective. Hein. On voit que la Ineos maintenant en tête de peloton. Est-ce que Ethan Hayter va enfin avoir le
la possibilité de s'exprimer lors d'une arrivée massive. Où est-ce qu'on va jouer la Cartelia Viviani? Ben Tulette devant Carapaz. Hein. On protège Carapaz avant tout. Première grosse courbe à gauche, là, un peu plus de 3 km de l'arrivée. Et on risque de fondre assez rapidement sur Sean Quinn et Mats Wurz. Derrière sa bataille hein, pour remonter. À 3 km bientôt. On y arrive. Et comme hier, Mats Wurz qui va se faire reprendre par le peloton à moins de 3 km de l'arrivée. On va avoir un sprint massif sur cette 5e étape. L'équipe Quick-Step Alpha Vinyl qui remonte Mac Cavendish sur la droite de votre écran. Le train des Bahrain Victorious également pour Phil Boaos. Retour de Carapaz de rouler. Et ça frotte entre la Jumbo Visma et l'équipe UAE également pour Pascal Ackermann. Marc Sarrault est... Alors est-ce que c'est Marc Sarrault ou Dorian Godon pour l'équipe AG2R Citroën Team? Bon, on est passé large dans l'herbe. Pour un coureur de la formation Israël. Il n'y a pas eu de chute heureusement. L'équipe UAE est très bien positionnée. Ouais, Pascal Ackermann dans un fauteuil hein, pour l'instant. Ouais, 3 équipiers devant lui. C'est dur pour moi. On va remonter Coy. Équipe Jumbo. Avec Mike Tennyson sûrement en dernier lanceur pour Coy. La Groupama FDJ un peu plus loin hein, pour Arnaud Desmar. Ça va remonter là, regardez sur la droite. Ouais, ça remonte désormais. Allez, on est bien revenu là. Pour le collectif français, ça frotte un peu. La Jumbo Visma sur la gauche, la Groupama FDJ à droite, l'équipe UAE au milieu. FDJ qui prend le commandement. Allez, bon timing hein, pour l'instant. Autour d'Arnaud Desmar, le premier gros virage là, à droite. Bien tenir les roues. C'est chute tombée encore une nouvelle fois. Avec Olaf Koy, il me semble, c'est passé pour Arnaud Desmar sûrement. Là, on va revenir sur le devant de la course parce que c'est parti là pour se jouer la victoire dans un tout petit comité. C'est Milan qui est là pour l'équipe Bahreïn. Garnieri qui va Arnaud emmener Desmar en deuxième position. Faut encore rouler. Hein. Ça va être un peu court là pour Bram Velten. Va falloir faire quelque chose là pour Arnaud Desmar. Reprendre le train de la Bahrain Victorious pour Jonathan Milan qui fait un gros relais là en poursuiteur qu'il est. Il va lâcher Boaos bientôt. Allez, Phil Boaos face à Arnaud Desmar pour l'arrivée de cette 5e étape. Phil Boaos qui lance de très loin. Arnaud Desmar bien calé dans sa roule. Va-t-il pouvoir le déborder dans les derniers mètres? Arnaud Desmar face à Phil Boaos. Il me semble que c'est Phil Boaos qui a conservé une toute petite longueur d'avance sur le sprinter français. Un sprint en petit comité. Ce plan serré là sans voir la ligne. Jérémy, il a fallu avec le point levé de Boaos. Point levé de Boaos, hein. Arnaud Desmar est battu, deuxième sur la ligne. Et bien, l'impression qu'il a positionné dans la roue. Oui, il a voulu jouer l'aspiration le plus longtemps possible, le Français. Il n'a pas réussi à faire vraiment le jump décisif pour sauter Phil Boaos sur la ligne. Ouais, bien emmené par Milan. Sacré relais de Milan. De Jonathan Milan. Garnieri a fait ce qu'il a pu, hein. Il était devant assez loin de l'arrivée. Il a bien emmené. Desmar a pu retrouver les roues de Milan et Boaos. Ça n'a pas suffi. Boaos était plus fort aujourd'hui.
dans ce sprint en comité réduit hein, avec cette chute malheureusement dans le dernier kilomètre. Une dans nouvelle cette fois, grande courbe à droite. Jérémy, à chaque fois qu'il y a une étape au sprint sur le Tour de Pologne, il y a une chute, faut le dire. Ouais, on avait vu au premier passage que cette courbe se refermait. Hein. Ah, c'est même là, ouais, le Jumbo qui glisse de la roue avant. Alors Olaf Koy ne semble pas être tombé, mais il a été évidemment ralenti. On le voit à terre, le maillot blanc. C'est pas lui qui tombe le premier. Deux, alors est-ce que ce coureur de l'équipe Intermarché ce serait pas Garben Tichsen ou Hugo Page également qui a dû se faire mal? Et là forcément ça fait embouteillage derrière. C'est tombé pour Juan Sebastian Molano. Il y a un Intermarché encore qui est là. Alors Milan là, qui avec son coup de coude dit allez faut y aller. Mais il insiste encore, ce qui va le sauver d'ailleurs sûrement en Boaos. Encore à 50 mètres. Boaos dans son sprint, Arnaud Démare bien calé dans la roue. Allez, Boaos qui va faire un sprint 150 mètres dans cette... Arnaud Démare qui va garder la roue le plus possible de Phil Boaos, mais on sent peut-être que le français a un poil court. Ouais, un poil qui de côté, troisième place pour un SEM, peut-être pour Samuel Welsford. Niklas Arndt qui va faire troisième pour l'équipe DSM. Max Canter quatrième, Edwarton cinquième. Ouais, c'était Hugo Page pour l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert qui avait réussi à s'accrocher. Elle n'a pas pu tenir le lancement véritable pistard de Jonathan Milan. Edwarton 5e, vous l'avez dit, Jérémy. Vous apercevez Hugo Page en arrière-plan. Au final, cette étape a accouché d'un sprint à 6. Avec cette vue d'hélicoptère, Arnaud Démare dans la roue de Phil Boaos, mais qui ne va pas pouvoir le remonter plus qu'au pédalier. Et Boaos qui s'impose donc. Voilà le top 10 officiel avec Phil Boaos donc devant Arnaud Démare. Troisième place pour Niklas Arndt. Quatrième place pour Max Canter de la Movistar. On notera la belle 7e place d'Hugo Page qui emmenait sans doute Garben Tichsen ralenti par la chute. Ryan Mullen lui prend la cassure à 8 secondes. Et c'est Jacopo Guarnieri qui était le dernier escapé pour cette Groupama FDJ. Le temps sera corrigé par la suite avec cette chute dans le dernier kilomètre. L'écart est mis, mais c'est anecdotique. Anecdotique. Tout le monde sera classé dans le même temps. Parce que ces coureurs-là lâchent à la pédale. Il faisait partie du groupe qui est revenu sur Milan et Boaos. Non, on peut dans ces conditions-là, on reclasse dans le même temps. Ouais, on peut estimer qu'ils ont été gênés. Il y a eu la cassure à cause de la chute. Et tout le monde sera reclassé dans le même temps. Phil Boaos sur le podium donc de cette 5e étape. L'Allemand qui s'offre son 2e succès de la saison après la dernière étape de Tirreno Adriatico. Devance Arnaud Démare donc. Premier podium sur ce Tour de Pologne pour l'ancien champion de France. À la 3e place, nous retrouvons Niklas Arndt, l'Allemand de la DSM, 10e hier, qui là vient chercher une belle 3e place. Allez, le champagne pour Phil Boaos qui conjure le sort un peu de sa 2e place de la première étape de Lublin. Devancé par Olaf Koy lors de la première étape. Voici donc le podium de cette 5e étape. Phil Boaos, Arnaud Démare et Niklas Arndt. Au général, Sergio Higuita ne va pas lâcher son maillot jaune. Jérémy, on va se retrouver demain pour le contre-la-montre bien décisif finalement de ce Tour de Pologne, puisqu'aucun écart n'a été dessiné encore aujourd'hui. Eh oui, demain, contre-la-montre de 12 km.
décisif pour le classement général. Les leaders pour le classement devront se faire la peau pour creuser les écarts et se positionner de la meilleure façon qui soit pour aller chercher ce Tour de Pologne. Allez, on se quitte sur ce podium. La deuxième place donc d'Arnaud Démare. Victoire de Phil Bauhaus aujourd'hui. Après une étape marquée malheureusement par une chute dans le dernier kilomètre, Hugo Page vient prendre une belle 7e place. Sprint un peu décousu avec le gros travail de Jonathan Milan. Finalement 6e, place aux rouleurs, place aux grosses cuisses demain pour un contre-la-montre de 12 km. Est-ce que Sergio Higuita va résister à un Matteo Sobrero ou un Ethan Hayter pour le maillot jaune? Réponse est bien dès demain. On se retrouve à la même heure. Salut Jérémy, à demain. Salut, à demain. I kolejne wybuchy mocujące. Dziennikarze są już przyzwyczajeni. To Sergio Higuita, wielkie brawa! Lider of the Association after 5 stages. Dziękujemy bardzo. Sergio Higuita bez zmian na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Przed nami najlepszy